Récap. RTCI vous présente le récap avec Ziad Mahjoub. Soyez informés, soyez à l'écoute. Vous êtes à l'écoute de RTCI, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du récap. C'est Ziad Mahjoub au micro, Talq Drissi à la réalisation technique et Sofiane Benjima à la réalisation digitale. Comme chaque vendredi, retour sur l'actualité nationale et internationale avec les dossiers du jour. Dans notre rubrique Point chaud, on prendra la direction de la Libye où avance tant bien que mal la caravane As-Soumoud. Partie de Tunis lundi dernier, elle tente de rallier la frontière de Rafah avec une seule ambition, briser le blocus sur Gaza et acheminer une aide humanitaire à la population civile palestinienne. Et puis, nouvelle escalade militaire dans la région. L'entité sioniste revendique une frappe contre des sites militaires et nucléaires en Iran. L'attaque aurait coûté la vie à un haut gradé iranien, le chef des gardiens de la révolution, Hossein Salami. Une situation explosive que nous décryptons avec Kemel Sherif. Au programme également aéronautique et automobile, deux filières stratégiques pour l'industrie tunisienne. Elles seront au centre des rencontres sectorielles le 24 courant à Sousse. On en parle tout à l'heure avec monsieur Nourdine Ghizeni, directeur général du Centre technique des industries mécaniques et électriques. Mais avant cela, un hommage et une fierté nationale. La Tunisie a été honorée par l'Organisation mondiale de la santé à travers le prix Nelson Mandela pour la promotion de la santé, décerné cette année à Dr Majd Zemni, médecin, expert en médecine légale, acteur engagé de la santé publique et défenseur des droits humains. Un prix qui récompense non seulement une carrière, mais une vision de la santé fondée sur l'éthique, l'accès équitable, la dignité humaine et l'innovation sociale. On en parle tout de suite dans le récap. Récap. C'est un immense plaisir de recevoir avec nous au studio 1 à RTCI, Dr Majd Zemni. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour Ziad et bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de RTCI. Merci à vous, le plaisir est partagé. D'abord, félicitations pour ce prix qui fait honneur à toute la Tunisie, qui vous revient personnellement, mais qui nous fait honneur. Si on peut parler du prix Nelson Mandela de l'OMS qui a été décerné à la fin du mois de mai dernier, c'est ça? C'est ça, ça fait 2 semaines, le vendredi 23 mai. Oui. Il y a 2 semaines, ce prix m'a été décerné à l'occasion de l'Assemblée mondiale, de l'Organisation mondiale de la santé, au Palais des Nations à Genève. Et c'est un prix prestigieux qui porte le nom de Nelson Mandela pour ses engagements humanitaires dans le domaine de la santé. Et c'est un prix mon nom personnel, pour toute la Tunisie. Et mon dossier a été présenté avec l'appui du ministère de la Santé au nom de la Tunisie. Je tiens à remercier l'autorité sanitaire, le ministère de la Santé et toutes les administrations qui m'ont aidé à déposer ce prix, à appuyer ce prix, et également notre ambassade auprès des Nations Unies à Genève qui a suivi le dossier et les étapes pour cette consécration. Justement, et je suppose avec une carrière assez riche, c'est pas le premier prix, c'est pas la première récompense que vous avez eue, mais c'est un peu différent par rapport aux récompenses et aux prix que vous avez obtenus tout au long de votre carrière. Oui, c'est parce que c'est un prix à l'échelle mondiale, internationale, et je suis content de parler là sur RTCI avec cette dimension aussi internationale, qui est ouvert à tous les pays affiliés à l'Organisation mondiale de la santé, 194 pays, et on a présenté notre dossier, notre candidature, et c'est un prix qui, l'objectif c'est qui est décerné à une personne ou à une institution privée ou publique qui a travaillé dans le domaine de la santé et qui a apporté
une contribution remarquable à la promotion de la santé dans le pays et dans la région. Dans la région, justement. C'est très important. Et j'ajoute que vous avez obtenu ce prix à l'unanimité du jury de l'OMS. Oui. Permettez-moi, docteur, de lire rapidement une partie du rapport du jury. Je cite, Dr Majd Zemni a apporté des contributions nombreuses et déterminantes à la promotion de la santé, en particulier en sa qualité de président d'abord de l'Association tunisienne de médecine légale et des sciences criminelles et président de l'Office national de la famille et de la population. Dr Zemni a démontré son engagement en faveur des politiques publiques saines en incitant et en contribuant à l'élaboration d'instruments juridiques essentiels, notamment des lignes directrices pour la médecine légale et des lois relatives aux droits des patients et à la responsabilité médicale. En lisant ce rapport, il y a une particularité, c'est mon point de vue, oui. C'est que vous avez une double casquette ou bien une double culture. Votre background scientifique en tant que médecin, il y a l'aspect juridique également dans la mise en place de ces lignes directrices et des lois relatives aux droits des patients. Oui, de par ma spécialité qui est la médecine légale, c'est une spécialité qui est au carrefour des sciences médicales, des sciences sociales et également des sciences juridiques. Donc on travaille étroitement dans ces trois dimensions, bien sûr, et on est au centre de ce carrefour. On est en plus de toutes les investigations d'ordre médical, d'ordre scientifique, on est très sensible par rapport aux applications juridiques, par rapport à l'encadrement juridique de toutes les nouveautés dans le domaine médical et dans le domaine de la santé, et par rapport aussi aux répercussions sociales et sociétales de toutes les nouveautés médicales. Donc la santé peut toucher donc des personnes vulnérables, peut toucher des personnes dans des situations un petit peu précaires. Il faut donc attirer l'attention et être sensible à ce sujet. Il faut participer et contribuer à une répartition équitable dans toutes les régions des prestations sanitaires, et il faut suivre l'évolution scientifique, et le domaine de la santé évolue à grands pas, donc pour encadrer toutes les nouveautés scientifiques. Voilà par rapport un petit peu pourquoi donc c'est un prix et cette dimension que vous avez relevée par rapport à ce rapport de cette dimension juridique, dimension scientifique et éthique aussi. Et éthique aussi. Ça vient de votre parcours aussi, de votre expérience, mis à part la formation, je suppose. Oui, mis à part la formation, mais également j'ai travaillé en tant que membre élu au niveau de l'organisation, donc l'ordre des médecins, pour mettre en place, depuis 1991, des conseils régionaux de l'ordre des médecins. Et là, c'est pour faciliter l'exercice médical, répartir au niveau de toutes les régions de la Tunisie l'exercice médical et faciliter l'accès à tous les malades. Donc, on a mis en place, avant 91, il n'y avait que le Conseil national de l'ordre des médecins. À Tunis. À Tunis. Donc c'était qui gère toute l'activité médicale et qui organise l'activité des médecins. Et puis, pour faciliter la tâche à nos collègues, à nos jeunes qui s'installent, qui exercent dans les régions, on a mis en place à l'époque 5 conseils régionaux, donc en Tunisie, et puis depuis quelques années, c'est 6, parce que la région du Sud, on l'a divisée en 2 conseils régionaux. Donc 6 conseils régionaux pour être très proches des médecins, pour être à l'écoute des médecins et pour faciliter la tâche, et bien sûr l'accès des malades aux soins de santé. Donc l'ordre des médecins, là c'est toute une activité, et au niveau du Comité national d'éthique médicale, j'ai eu la chance d'être membre au comité. J'ai travaillé avec d'éminents professeurs, professeur Béchir Hamza, le premier président de notre comité d'éthique médicale, professeur Abdelaziz Hachem, le premier président de la section technique de ce comité national d'éthique médicale, qui est le comité, le premier comité dans les pays arabes, et le deuxième en Afrique, après l'Afrique du Sud. Et j'ai travaillé, et puis après j'ai présidé la section technique, et j'ai
continué à travailler avec 10 000 professeurs, si Saadou Zmir, et si Jello Darfous, donc des 10 000 professeurs, et c'est une fierté d'avoir un comité aussi prestigieux qui donne des avis consultatifs, mais qui ont beaucoup d'importance sur les nouveautés médicales. Et ce prix-là, c'est un hommage pour eux également, pour les personnes qui ont travaillé avec vous. Je l'ai bien exprimé dans mon discours, que ce prix ne concerne pas uniquement ma personne, mais je le partage et avec toute la fierté, avec tous ceux qui m'ont inspiré, qui m'ont aidé dans mes études médicales, et mes professeurs et mes maîtres, et avec tous ceux avec qui j'ai partagé donc le travail et toute la vie professionnelle médicale pour avoir ce prix. C'est très très important. Et je poursuis, docteur, avec le rapport. Vous avez évoqué que vous étiez donc membre du comité national d'éthique médicale. Oui. Vous avez œuvré à contribuer donc à l'élaboration de protocoles pour une prise en charge des défunts qui soient respectueuses de la dignité humaine pendant la pandémie de Covid-19. Et c'est un point très très important. Avec la situation à l'époque de Covid-19, si vous pouvez revenir sur ce point-là. Oui, on a vécu une expérience inédite. C'était vraiment le point d'interrogation à l'époque avec le Covid-19. On savait pas, on n'avait pas toutes les données et les connaissances médicales par rapport aux malades, quelle sera l'évolution de cette maladie, par rapport à la gravité, par rapport au décès, etc. Et il fallait donc suivre les actualités médicales et également mettre les normes, mettre les règles, mettre la procédure pour la bonne prise en charge des malades de façon équitable, pour une bonne distribution de tous les dispositifs médicaux et avec la priorité nécessaire, et pour respecter la dignité des personnes décédées après Covid-19. Justement. On a vécu donc des situations très dramatiques pour les familles, pour les proches et tout, dans une situation de confinement total. Et malheureusement, des familles ont été donc conduites par les décès des proches, Allah yarhamhum, et il fallait donc respecter la dignité, la douleur des familles et des proches, tout en respectant bien sûr les consignes médicales et des sécurités sanitaires. Justement, vous avez œuvré pour des publics vulnérables, ça a été cité aussi dans ce rapport, les femmes victimes de violences, les personnes vivant avec le VIH et même les personnes privées de liberté. Et on dit souvent que le médecin légiste, il est moins sensible à la question, disons, humaine, docteur Zemni. Je ne sais pas... Quel est votre point de vue? On est peut-être les plus sensibles, en ce qui me concerne du moins. Donc, on est très sensible à toutes ces questions parce que on s'attache à la vie, on s'attache à la vie, même si notre étiquette médecin est la mort, le cadavre, mais on s'attache essentiellement à la vie et à promouvoir la vie, à la santé, donc, qui est une composante essentielle, et comment faire pour améliorer les prestations médicales. Donc, quelle que soit la situation du malade, quelle que soit la maladie, quelle que soit la souffrance, on est très sensible à la souffrance et à la détresse des personnes. C'est plus un malade, c'est un sujet, une personne en état de détresse. Ça aussi, on est sensible à ça. Il est en détresse. Le médecin essaye de guérir la maladie. S'il ne peut pas, il va essayer de soulager la souffrance. Et s'il ne peut pas, au moins consoler le malade. Donc toutes ces dimensions doivent accompagner l'acte médical. Et on le dit aux jeunes médecins, aux étudiants en médecine, soyez sensibles, la médecine, c'est d'abord un travail humanitaire. C'est vrai. Et vous avez, vous avez mentionné que vous avez mis en place le premier département de médecine légale au centre, dans la région du Sahel. C'était à l'hôpital Farhat Hached. Exactement. Donc la faculté de médecine de Sousse, quand elle a ouvert ses portes, c'est une prestigieuse faculté. On était très dynamique, très enthousiaste pour s'attacher à cette faculté. Moi, j'ai eu l'initiative et les encouragements à l'époque de mes maîtres, Allah yarhamhum, pour continuer dans la spécialisation et se spécialiser en médecine légale pour mettre cette spécialité, la
première spécialité au centre de la Tunisie pour tous les gouvernorats du centre de la Tunisie rattachés à la fac de médecine de Sousse. Et je l'ai dit dans mon discours à Genève que en 83, l'Organisation mondiale de la santé m'a octroyé une bourse à Lyon, pas loin de Genève, pour continuer ma spécialisation. Et je le dis que je suis devant vous à Genève à l'occasion de la remise de ce prix. Et c'est une reconnaissance de ma part pour citer que je suis là devant vous. Voilà le produit et le fruit de la contribution de l'OMS. Il y a un passage très important à l'ONFP. Si vous pouvez nous en dire plus, parce que c'est une organisation très importante même pour la Tunisie. Parlez-nous de l'ONFP. C'est l'Office national de la famille et de la population, donc créé en 1973. À l'époque, donc, il avait une mission de planning, de planification des naissances. Les choses ont évolué depuis. On a eu l'expérience importante. Et maintenant, l'activité de centre concerne toute l'activité de la médecine de reproduction et la médecine sexuelle. On s'intéresse à la bonne surveillance des grossesses, à traiter la stérilité, donc tout ce qui est santé sexuelle et reproductive, et à dépister les cancers, notamment les cancers chez la femme. Et une activité d'éducation sexuelle auprès des jeunes pour éviter les maladies sexuellement transmissibles. Donc ça dépasse uniquement, donc c'est plus la planification à l'origine des naissances. Il a fait donc un chemin remarquable dans ce sens. Et maintenant, l'objet et les objectifs, c'est développer pour les autres composantes de l'activité de la santé maternelle et infantile, en quelque sorte. Et nous avons une expérience à l'échelle, bien sûr, nationale et internationale, avec beaucoup de coopération avec des pays africains. Notamment avec l'OMS, vous avez mis en place un système de coopération avec l'OMS au niveau de l'Office national de la famille. Voilà, donc quand j'ai été en 2013... de 2012 à 2014. Voilà, 2013, j'ai œuvré à faire de notre centre d'études et de recherche, donc de l'ONFP, un centre collaborateur de l'OMS. Donc, comme quoi, donc, ça nous permet de faire de la coopération nord-sud et sud-sud avec beaucoup de pays africains et ça a été accrédité par l'OMS. Ça a été reconduit en fait, il était accrédité et il fallait renouveler cette accréditation en présentant tout un dossier et montrer qu'on fait encore du travail et que notre activité a de l'impact sur les pays africains. Et c'est pour dire qu'à chaque passage que vous avez eu dans vos responsabilités, il y a eu un apport personnel de votre part et une contribution pour l'amélioration des services que vous avez présidé, docteur Zemni. Vous êtes issu d'une famille de docteurs aussi, votre sœur et votre frère sont médecins. J'ai ma sœur aînée qui a fait et mon frère aussi, plus âgé que moi, donc deux médecins qui ont fait un parcours dans le système public, donc un parcours aussi tout le travail qu'on imagine pour la médecine tunisienne et pour la santé publique. Et moi, le troisième médecin de la famille, mes autres frères et sœurs. C'est une bonne transition pour la médecine et pour la santé publique. Que pensez-vous maintenant de la situation actuelle ? On fait face à plusieurs défis, mais principalement il y a le défi de l'infrastructure, parce que le potentiel humain, il ne manque pas, mais on a un problème d'infrastructure sur tout le territoire du pays. Comment vous voyez notre situation actuelle ? Bon, la santé, il y a beaucoup d'efforts, les choses sont en train d'évoluer, donc le système de santé, même dans les pays développés, même en Europe, passe par des crises et des défis. La santé coûte de plus en plus cher. Donc ça coûte de plus en plus cher, ça demande des investissements et nous en Tunisie on fait les efforts en avance pour réorganiser notre système de santé. Le ministère fait beaucoup d'efforts et pour attirer et garder nos jeunes médecins, nos élites médicales en Tunisie. Et à
à mon avis, je peux donner mon avis personnel par rapport aux jeunes médecins qui sont l'élite de nos étudiants. Donc, faut pas, ce sont les médecins qui ont eu le meilleur score au baccalauréat pour faire les sciences médicales, dentaires, pharmacie. Qui observent une grève depuis hier, une grève de 5 jours sur fond de revendications professionnelles. Il faut être compréhensif. Le ministère est en train de résoudre les problèmes, et fait beaucoup d'efforts pour améliorer la situation des jeunes médecins. Vous comprenez leur frustration, docteur? Vous avez eu le même passage en tant que jeune praticien? On a vécu des frustrations, mais il ne faut pas perdre la conviction et perdre la foi dans l'avenir. Et l'avenir en Tunisie, pas ailleurs. On a un beau pays, on a une infrastructure qui est assez organisée, qui demande à être organisée davantage, développée, avec des moyens et tout. Le ministère fait tous ses efforts de son mieux, mais plus qu'un problème de ministère de la Santé, c'est un problème sociétal, moi je le dis. C'est un problème sociétal parce que la santé, et ça a été prouvé à l'occasion, avec le Covid-19, c'est une priorité nationale. La sécurité sanitaire est une priorité nationale et tous les intervenants doivent être vigilants pour garder cette priorité et cette vigilance sanitaire. Notre population et la pyramide des âges, on est en train de vieillir. Et on aura plus de personnes âgées d'ici les prochaines décennies. On a besoin donc de plus de soins médicaux peut-être, avec l'espérance de vie qui aussi avance. Donc on a besoin de plus de médecins. Donc tout ça, il faut s'organiser au niveau national avec tous les intervenants pour attirer le plus nos jeunes médecins, les encourager. Même c'est un engagement sociétal, toute la société, nous, les parents, les intervenants dans le domaine social, dans le domaine économique, tous les secteurs, dans les domaines financiers, pour investir en Tunisie, faire de la Tunisie un pôle de santé. On a les moyens, et notre fierté, c'est le savoir humain, donc la force humaine, la compétence dans le domaine de la santé, et on peut investir avec ces compétences, et ces compétences peuvent faire notre fierté pour que la Tunisie soit une destination santé. Donc, des pays européens et des pays africains, des pays avoisinants, on a les moyens. Et pourquoi les jeunes vont aller travailler en France? On peut s'organiser et faire... Et les retenir ici. Retenir avec des hôpitaux privés, ouverts et tout. Donc il faut choisir les lois, les textes législatifs. Et la communication aussi. Et la communication entre les décideurs et les jeunes médecins, il faut qu'il y ait une communication et parler. Parce que l'État, il fait de son mieux. Donc il donne tout ce qu'il a. Les moyens sont limités aussi. Les moyens sont limités. Il faut un effort de tout. De tout. Et vous avez évoqué la question sociale et la dimension sociale de la médecine et de la santé publique. Il y a un rendez-vous de demain, qui se tiendra demain, l'événement One Health. Si vous pouvez nous en dire plus aussi, docteur. Oui, c'est le ministère de la Santé et la Tunisie avec différents partenaires tunisiens et internationaux à l'échelle mondiale. Donc, je ne sais pas tous les détails, mais c'est un événement grandiose demain qui se passe pour une conférence internationale de haut niveau. À Tunis, sur la nouvelle dimension, la nouvelle conception de la santé, One Health. La santé ne concerne pas l'être humain uniquement, mais la santé animale, la santé environnementale, la santé agricole, tout ce qu'on mange et tous les aliments. Donc c'est une approche globale de la santé, multidimensionnelle et multidisciplinaire, et cette conférence sûrement va se terminer par des attentes très intéressantes de cette conférence. Je note que la Tunisie accueille justement, docteur, les 14 et 15 juin, donc à partir de demain, la première conférence
une seule santé, One Health, dans la région du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, donc la région MENA, avec la participation de 17 pays, 40 hauts responsables, dont 10 ministres représentant des secteurs de la santé, l'agriculture et l'environnement. Et on attend donc les retours par rapport à cette édition et cette conférence. En tout cas, Dr Majd Zemni, je vous remercie infiniment de votre présence aujourd'hui parmi nous. Comme je vous ai dit au début, c'est un prix qui vous revient personnellement, mais c'est tout un pays qui s'en sort grandi après cette récompense. C'est un honneur pour la Tunisie, pour tout le personnel de la santé. Et je termine par ce que j'ai dit dans ma conclusion, mon discours à Genève, que je dédie cette thèse à tout le personnel de santé qui exerce dans des zones de catastrophes ou de conflits et de guerres et qui s'acharnent aux prestations sanitaires dans des conditions difficiles. Apporter des secours et un hommage aux médecins à Gaza. Et voilà, c'est pour rendre hommage en fait à Gaza et dans toutes les régions du monde, et surtout à Gaza, avec tout le dévouement du personnel de santé. Merci infiniment, Dr Zemni, et au plaisir de vous revoir dans un autre rendez-vous ici à RTCI. Merci, Cécile. Merci, Dr Zemni. Mesdames et messieurs, on marque une petite pause et on revient dans un instant.